César a 5 ans. Il n'est pas bien grand pour son âge. Mais il aime jouer, bouger et courir comme tous les enfants. Plus vite et plus intensément sans doute, car le temps lui est compté. César est atteint de l'anémie de Fanconi, une maladie génétique rare. C'est sûr que lorsqu'on nous a annoncé la maladie de César, on a accusé le coup, forcément. C'est une onde de choc. T'es crevé, César? Oui. Bah, fais une pause. Cette maladie entraîne la chute des plaquettes sanguines, des globules blancs, des globules rouges. Elle provoque une grande fatigue chronique et, à terme, l'apparition d'une série de cancers. C'est extrêmement violent. Je regarde mon petit garçon et je me dis, c'est ça que ça fait quand on sait que son petit garçon va mourir. Quand on prend un coup de massue comme ça, c'est un peu comme un deuil. Pour sauver César, un espoir se dessine. Le 3e enfant que Charlotte et Olivier ont toujours voulu sera conçu par fécondation in vitro, afin d'obtenir ce qu'on appelle maladroitement en France un bébé médicament. Cet enfant, on l'appelle bébé du double espoir parce qu'il est non seulement indemne de la maladie, mais en plus, il est compatible avec l'enfant malade. Cette technique soulève de nombreuses questions éthiques et politiques. Si c'était votre enfant et que vous deviez l'accompagner toutes les semaines à l'hôpital, et si vous aviez la possibilité d'un tel traitement, vous le feriez ou pas? Le bébé médicament interpelle. Et c'est vrai que devant un enfant malade, on est toujours profondément démunis et on mesure la souffrance des parents qui aimeraient trouver toutes les solutions du monde. Mais pour autant, on est face à un vrai dilemme éthique. Et je crois que là, c'est notre rôle de législateur de fixer cette barrière éthique. La loi française contraint les parents à trouver des solutions à l'étranger pour sauver leur enfant malade. Depuis 2016, Charlotte et Olivier livrent un combat contre la mort programmée de leur fils. Lutte contre le temps et contre une loi qui, jusqu'à présent, n'est pas du côté des enfants malades. Si rien n'est fait, César n'atteindra pas ses 21 ans. C'est très joli, hein? Oui, il a un imaginaire génial. Bah, j'ai l'impression, parce que là, Parce que j'ai des rêves qui se réalisent quand je dors. Ah oui? Tu rêves de quoi? Bah, je sais pas. Je vois pas très bien quand je dors. Ah, tu vois pas très bien. J'avais pas mes lunettes dans le rêve. Ah, d'accord. Mais ça se réalise quand je les vois dans mes yeux. D'accord. Pendant plus d'1 an, Charlotte et Olivier nous ont ouvert les portes de leur intimité. L'hôpital Robert Debré à Paris nous a accordé un accès privilégié à son service hématologie. De doute en espoir, d'obstacles en prouesse médicale, ce film raconte le combat à l'issue incertaine de toute une famille pour permettre à un petit garçon de 5 ans de vivre ses rêves plus longtemps. Charlotte et Olivier se sont rencontrés en 2007. Tous les deux ont grandi dans des familles nombreuses, un modèle qu'ils rêvent de reproduire. Très rapidement, en 2010, Charlotte donne naissance à Elliot. Puis 5 ans plus tard, c'est au tour de César de voir le jour. Tu me manges? Tu me manges? Nous souhaitions avoir 3 enfants, voire 4 me concernant, et on s'attendait juste à mener une vie de famille normale. Mais à l'occasion d'une gastro-entérite sans gravité, ces jeunes parents apprennent que César, leur fils cadet, est atteint d'une maladie rare. Désormais, le petit garçon va nécessiter une attention sans relâche, doublée d'un suivi thérapeutique astreignant. Le pédiatre a remarqué une certaine forme d'anomalie qui était symétrique au niveau des mains. Et clairement, il nous a fait comprendre que s'il y avait symétrie, il y avait certainement problème génétique. On a fait toute la batterie d'examens. On avait 2 nouveaux rendez-vous avec les différents résultats. Et de là, on passe à la phase stress.
Le 7 mars dernier, nous pourrions même vous donner l'heure et les minutes précisément, César a été diagnostiqué de l'anémie de Fanconi. Pour bien comprendre de quoi on parle, les amis, la maladie de Fanconi se manifeste le plus souvent dès la petite enfance. Cette saloperie se caractérise par un dysfonctionnement progressif de la moelle osseuse et le must, des cancers inévitables qui surviennent chez le jeune adulte. Elle est jolie. Désormais, les parents doivent apprendre à vivre avec la maladie et ses contraintes. Il n'y a pas de maladie génétique connue dans nos familles. Et là, on commence à rentrer dans le pourquoi, le comment, assez rapidement, parce qu'on a besoin tout de suite de ces réponses, en fait. De savoir d'où ça vient, de rechercher en fait la cause. La maladie de Fanconi est une maladie génétique extrêmement rare. Pour chacun de nos gènes, on a 2 copies du gène. Et si par malchance, il y en a une qui est non fonctionnelle, en général, il y a la copie en regard qui, elle, est fonctionnelle et ça suffit à la cellule pour fonctionner correctement. C'est le cas de Charlotte et Olivier. Ils présentent la même déficience génétique. Un de leurs gènes est composé d'une copie valide et d'une autre défectueuse. Charlotte et Olivier, ils n'ont pas eu vraiment de chance. L'anomalie génétique s'est retrouvée en double exemplaire chez César. Ils n'ont pas transmis la copie normale du gène, en fait. Donc chacun a transmis sa copie mutée. Donc César n'avait pas de gène fonctionnel et c'est là que la maladie apparaît. La famille vit depuis 4 ans au rythme de la maladie de César et des consultations chez les spécialistes. L'anémie de Fanconi est dégénérative et chacun de ses symptômes est suivi de près. L'un des plus visibles est la multiplication d'hématomes sur le corps de l'enfant. Tu peux pas me faire des petits guillis aux pieds? J'aime trop les guillis. C'est vraiment une canaille, hein. César a très régulièrement rendez-vous à l'hôpital. Ses parents mobilisent leur énergie et se concentrent sur les solutions pour le sauver, car sa santé décline inexorablement. Bonjour, César. Ça marche. C'est la première fois que vous venez voir le médecin? Celui-là, oui. D'accord. Alors, ce dossier, vous le remettrez au médecin lorsqu'elle va vous recevoir dans son box. Le médecin se trouve à la porte 13. Vous allez tout droit, vous tournez à gauche et vous attendez dans l'une des salles d'attente. Merci, madame. L'enfant entre petit à petit dans ce qu'on appelle une aplasie médulaire. Sa moelle osseuse cesse de fonctionner et détruit ses défenses immunitaires. Le premier traitement thérapeutique envisagé, mais qui ne soignera pas définitivement César, est une greffe de moelle osseuse. Elle permettra à l'enfant d'augmenter son espérance de vie jusqu'à ses 35 ans. Un petit siège en plus pour ce grand garçon. Toutes nos cellules sont porteuses au niveau de leur membrane de petites protéines différentes, mais finalement spécifiques de chaque personne. Pour trouver une personne qui a exactement le même profil de ces petites protéines sur les cellules, et c'est très difficile. Alors bizarrement, parfois, il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui a exactement la même formule de ces petites protéines qu'on appelle du système HLA et que vous. Donc là, on fait rapatrier des cellules de chez cette personne. Mais en fait, le plus facile, je dirais, le plus simple, c'est en intrafamilial. C'est-à-dire qu'avec un frère, une sœur, finalement, ces petites protéines qu'on a sur nos cellules, elles nous viennent de nos parents. Et en réalité, on a une chance sur 4 que notre frère ou notre sœur ait exactement le même profil que nous. Et là, j'ai envie de dire, c'est bingo. Notre frère ou notre sœur peut nous aider en nous donnant des cellules, un organe. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait, ce système HLA.
Les mois passent et sont jalonnés par les examens médicaux et les anniversaires de César qui rappellent la menace qui plane sur lui. Aujourd'hui, César a 3 ans. Ce jour a beau être une fête, chaque année qui passe est du temps en moins. C'est peut-être un peu pessimiste, mais c'est ce que nous ressentons. Allez, grand-père. Vive la liberté. Elliot n'est pas compatible avec son petit frère César. Et la chance de trouver un donneur anonyme est de 1 sur 1 million. Ces greffes provenant d'un donneur étranger à la famille sont plus douloureuses et le risque de rejet est fréquent. Olivier et Charlotte entrent alors dans une phase de découragement, jusqu'au moment où ils entrevoient une solution. Quelques années plus tôt, en 2011, le premier bébé médicament, ou comme on l'appelle aussi bébé du double espoir, a vu le jour à l'hôpital de Clamart. Umut Tala, qui en turc signifie notre espoir, est le premier bébé médicament conçu en France. Il a réussi à guérir sa sœur de la bêta-thalassémie, une grave maladie génétique dont elle souffrait. La technique repose sur le diagnostic. En fait, c'est un enfant qui donc naît dans une situation familiale où il y a un enfant malade qui a besoin d'une greffe, en général une greffe de cellules sanguines, de cellules hématopoïétiques. On l'appelle bébé du double espoir parce qu'il est non seulement indemne de la maladie, mais en plus il est compatible avec l'enfant malade. Il va pouvoir, au moment de sa naissance, sans qu'on ait besoin de le prélever lui, donner, entre guillemets, les cellules qui sont dans le cordon ombilical, qui en fait sont des cellules sanguines progénitrices, des cellules souches, qui vont pouvoir être utilisées pour servir de greffon pour le premier enfant malade du couple. Cette technique répond par ailleurs à une autre préoccupation de Charlotte et d'Olivier. Avoir un 3e enfant en bonne santé. Ils pourraient concevoir un enfant naturellement, puis faire un diagnostic prénatal à 2 mois de grossesse, et si malheureusement l'anémie de Fanconi était détectée sur l'embryon, un avortement serait proposé aux parents. Il n'était pas concevable d'envisager une interruption médicale de grossesse, tout simplement parce que d'avorter d'un bébé qui est atteint de la même maladie que votre fils, alors que vous le voyez courir, sauter, jouer et n'avoir aucune malformation physique, c'est compliqué aussi et c'était une question sur laquelle j'avais pas envie de réfléchir. Derrière, on nous parle de la solution que la majeure partie des couples atteints d'une maladie génétique de ce genre vont utiliser, c'est ce qu'on appelle DPI. Le diagnostic préimplantatoire, c'est un diagnostic qu'on fait sur des embryons conçus in vitro dans le cadre d'une maladie génétique grave et incurable pour déterminer si l'embryon est atteint ou non de la maladie pour laquelle le couple est à risque avant de transférer l'embryon dans l'utérus de la maman. Ce premier diagnostic est déjà une belle prouesse scientifique, mais il ne renseigne pas sur la compatibilité tissulaire avec l'enfant malade. Il faut mener des investigations plus poussées, qu'on appelle double DPI. Le double diagnostic préimplantatoire ou diagnostic préimplantatoire avec typage HLA, c'est un diagnostic préimplantatoire classique dans lequel on recherche la maladie génétique pour laquelle le couple est à risque. Et parmi les embryons sains, on essaie de regarder si l'embryon est ou non compatible avec le premier enfant malade du couple pour choisir parmi les embryons indemnes l'embryon qui potentiellement pourrait être donneur de cellules compatibles avec le premier enfant, en général dans l'espoir d'une greffe de moelle du premier enfant. Il y a 20 ans, Jason et Michelle Whittaker, en Grande-Bretagne, ont donné naissance au premier bébé médicament européen. Le couple a tenté l'impossible pour sauver leur fils aîné Charlie. Quand Charlie est né,
Michel a été emmené ailleurs pour recevoir des soins post-accouchement. Je me suis retrouvé tout seul dans la chambre avec Charlie pendant près de 2 heures, sans Michel. C'était très étonnant, juste lui et moi. C'était un bébé très calme, tranquille, mais nous ne savions pas, à ce moment, que c'était le signe de la chute de ses cellules sanguines. Jason et Michel apprennent que leur bébé d'à peine 1 mois est atteint de l'anémie de Blackfan et Diamond, qui touche 7 nouveau-nés sur 1 million. Blackfan et Fanconi présentent des symptômes similaires et les traitements sont identiques. Quand on nous a fait part du diagnostic, nous n'avions aucun espoir. Aucun. Nous ne connaissions personne qui avait cette maladie. Nous ne savions pas à qui en parler. Il n'y avait aucune association, pas de contact Internet ou de groupe de parents. Le jeune couple doit tirer un trait sur son désir de famille nombreuse. Ils sont tous les deux porteurs de la même tare génétique. Quand on leur annonce que Charlie ne fêtera jamais ses 14 ans, leur monde s'écroule. Une telle nouvelle a un impact énorme sur ta vie quand tu as 28 et 26 ans et qu'il s'agit de ton premier enfant. C'est dur. Très dur. J'en pleure encore, 21 ans plus tard. Quand je pense à cette époque avec Charlie, ça me retourne encore. Le seul traitement connu à cette époque pour maintenir en vie leur enfant se résume à des transfusions sanguines toutes les 3 semaines. Jusqu'à ce qu'ils entendent parler de Molly Nash aux États-Unis. La petite américaine atteinte de l'anémie de Fanconi a 6 ans en 2000 quand son frère vient au monde pour lui offrir un traitement plus pérenne. Adam est le premier enfant issu d'une sélection génétique d'embryons réalisée dans l'intérêt d'un tiers. Cette prouesse technique en provenance des USA redonne foi en l'avenir aux Whittaker. Persuadés que le tri embryonnaire est alors la seule solution pour trouver un donneur compatible à leur fils Charlie, les Whittaker se mettent en quête du médecin qui acceptera en Grande-Bretagne de relever le défi. On est tombé sur un article dans le journal. Quand on l'a apporté au médecin hématologue qui suivait Charlie, on lui a demandé si on pouvait faire pareil en Grande-Bretagne. Et le médecin nous a répondu « Non, ça c'est de la science-fiction. Ça n'arrivera jamais en Grande-Bretagne. » Après avoir contacté un grand nombre de médecins, les Whittaker obtiennent à force d'obstination un rendez-vous à Londres avec le docteur Mohamed Taranissi, spécialiste de la fécondation in vitro et motivé par les grandes premières médicales. Ensemble, ils vont tout mettre en œuvre pour concevoir un enfant génétiquement compatible avec Charlie. Nous recevons beaucoup de patients avec des problèmes graves. Des couples qui ont échoué avec certains de mes confrères et qui arrivent chez nous en désespoir de cause. Si vous voulez aider ces gens, vous devez penser un peu en dehors des sentiers battus. Nous cherchons toujours à penser un peu différemment. Les Whittaker et le professeur Taranissi rédigent une demande auprès de la haute autorité en bioéthique britannique afin d'obtenir l'autorisation de concevoir un bébé qui pourrait sauver Charlie. En vain. Quand avec les Whittaker, on a sollicité l'agence anglaise qui supervise les questions de fécondation in vitro, je voulais pratiquer le tri embryonnaire pour les aider. Je sentais que c'était mon devoir, mais la réglementation anglaise de l'époque ne l'autorisait pas. Si quelqu'un me demande de pratiquer une opération autorisée par le règlement, que je ne cautionne pas, je l'adresse à l'un de mes collègues. Voilà mes limites. Respecter la réglementation, même si j'ai un point de vue différent. La législation en vigueur en Grande-Bretagne à cette époque empêche les Whittaker de sauver leur fils. Le professeur Taranissi décide alors de mettre son réseau et tous ses moyens au service de Michel et Jason. On avait l'habitude de travailler avec une équipe à Chicago. Cette équipe a réalisé le premier cas, Molly Nash. Et nous, on venait d'ouvrir notre clinique à Londres. Donc on a décidé de commencer les traitements chez nous et qu'ensuite Michel irait à Chicago. Le voyage à Chicago a porté ses fruits. En seulement une ponction d'ovocytes,
Les résultats sont encourageants. 13 embryons ont été prélevés et fécondés, mais plus les jours passaient, plus le nombre d'embryons diminuait, passant de 9 à 8. Puis au bout de quelques jours, on a reçu un coup de fil nous disant que 3 embryons étaient compatibles avec Charlie. C'était une excellente nouvelle. Ils m'ont implanté 2 embryons et nous sommes repartis le lendemain. Mais je savais à ce moment que j'étais enceinte. 9 mois plus tard, à l'hôpital de Sheffield, Michelle donne naissance à Jamie, mettant un terme à 5 ans de transfusion éreintantes pour Charlie. La rencontre des 2 frères se fait devant les caméras de la BBC, car la famille Whittaker a fait la une des tabloïds, et leur démarche a suscité des réactions souvent hostiles. Ça a fait toute une histoire à l'époque. C'était dans tous les médias. Ça faisait les gros titres. Ils ne disaient pas bébé sauveur à ce moment-là. Au début, les journaux disaient un bébé en pièces détachées. L'idée était de dire, vous avez créé un enfant, vous allez en prélever des morceaux que vous allez mettre dans un autre enfant. Cet enfant est comme un produit. J'avais toujours la même réponse à ceux qui m'interrogeaient. Si c'était votre enfant et que vous deviez l'accompagner toutes les semaines à l'hôpital et qu'on vous offrait la possibilité d'un tel traitement, vous le feriez ou pas ? Le coup de force des Whittaker est d'avoir non seulement sauvé leur enfant, mais aussi réussi à faire changer la loi qui désormais autorise en Grande-Bretagne la sélection embryonnaire dans le but de sauver un enfant gravement malade. Je n'ai pas été étonné, je m'y attendais. Je sais par expérience qu'on finit par obtenir les autorisations. Il suffit juste de persévérer. Il faut monter un dossier solide. Et quand vous avez une telle couverture médiatique, les gens comprennent finalement mieux de quoi il s'agit. Ils voient les avantages de l'opération et le potentiel que ça représente. Les mentalités changent. Il suffit de voir sur quelques cas que c'est efficace et que ça aide les gens. Et les craintes de départ disparaissent. Deux décennies après la Grande-Bretagne, la législation française ne permet toujours pas à des parents comme Charlotte et Olivier d'envisager le même parcours thérapeutique pour sauver leur enfant. Car le texte de loi bioéthique de 2004 revêt une subtilité qui à l'époque était passée inaperçue et qui oblige à implanter dans l'utérus de la mère tout embryon sain, qu'il soit compatible ou non avec l'enfant malade de la fratrie. La loi, elle est extrêmement dure pour ces patients. C'est presque un chantage. On est dans quelque chose où on dit aux gens, mais il faut que vous acceptiez le transfert des embryons non compatibles parce que sinon on ne peut plus vous prendre. Les patientes doivent d'abord porter tous les embryons viables de leur stock avant de pouvoir, selon la loi en vigueur, effectuer une nouvelle ponction d'ovocytes. Quand une femme tombe enceinte, ça dure 9 mois. Mais quand un enfant est très malade, 9 mois, il peut mourir. Et c'est ce qui nous est arrivé. On a transféré, parce qu'on était obligé, un embryon qui n'était pas compatible. Le bébé est né, les parents étaient très contents, sauf que leur petit garçon, qui était malade, est décédé 2 mois après. Et là, on s'est dit, c'est plus possible. Et on a décidé d'arrêter cette activité qui n'avait pas de sens. Quand on a reçu Charlotte et Olivier en consultation, on a vu ensemble quelles possibilités il leur restait. Et je pense à l'époque leur avoir dit, ce que je dis encore au couple, que s'ils voulaient recourir à un diagnostic préimplantatoire pour l'anémie de Fanconi, on pouvait le faire à Necker. S'ils voulaient un diagnostic préimplantatoire qui, en plus du diagnostic de la maladie de Fanconi, regarderait la compatibilité tissulaire, il valait mieux qu'ils aillent en Belgique, où ils seraient pris en charge dans de très bonnes conditions médicales. La Belgique n'a jamais été confrontée à ces polémiques et restrictions éthiques dont la France est coutumière. Les médecins belges ont profité d'un vide juridique pour développer et pratiquer la procréation médicalement assistée et aider des familles en détresse. Un protocole mis en place dès 2003. Depuis près de 20 ans, 234 couples ont pu bénéficier des traitements en Belgique. Charlotte et Olivier ont eux aussi décidé de tenter leur chance. Ici, en Belgique, on est moins conservateur que dans d'autres pays. Il n'y a pas de limitation sur le nombre de cycles qui sont effectués par couple ou par femme. Pour chaque couple qui vient nous voir, il y a 1 sur 3 de chance
qui vont avoir un enfant en bonne santé et qui pourra aider leurs frères ou sœurs. Donc il y a beaucoup de tristesse aussi dans les couples qui ne réussissent pas, même après 6 ou 7 ponctions. La chance d'avoir l'embryon parfait, sain et compatible avec l'enfant malade est d'à peine 10%. Évidemment, il y a du progrès dans nos technologies, donc les chances augmentent chaque année. Les techniques se développent tellement qu'on devient de plus en plus efficace. Mais on ne sera jamais à 100% efficace. Les parents de César s'engagent alors dans un parcours pénible et incertain de PMA. De prise d'hormones en prise de poids, Charlotte est prête à tout pour ce projet d'enfant tant désiré. On a pris les ovocytes chez Charlotte. Olivier a donné son sperme. On a fait la fécondation in vitro. Et après la fécondation in vitro, les embryons commencent à se diviser. 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules. Pour Charlotte et Olivier, le challenge, c'était évidemment d'avoir la chance de trouver un embryon sain et compatible. Et là, heureusement, on a la chance de travailler avec un laboratoire qui est très expérimenté dans cette matière et qui a permis à Charlotte et Olivier aussi d'avoir assez d'embryons pour faire la sélection génétique. Charlotte a déjà fait 2 tentatives. Elle a eu des embryons sains, mais non compatibles avec César. Ces embryons sains ont été congelés pour un autre projet d'enfant. Peut-être. Après, je vais descendre de là. Les choses ne sont pas venues tout de suite dès le départ. Et miracle, on a fait ce 3e essai. Là où habituellement on avait 5 embryons, on en a eu 7. Et on en a eu un seul sur 7 compatible et qui cette fois-ci n'était pas malade, et c'était Marceau. Il y a des moments de bonheur intense qu'il ne faut pas passer sous silence. À la rentrée, nous serons 5. Un rêve qui se concrétise après 3 années d'espérance, de désillusion, mais finalement de joie. Depuis 3 ans, le couple se heurte au regard suspicieux de la société. Leur démarche pour concevoir leur 3e enfant est souvent décriée. À chaque rendez-vous médical, il fallait qu'on justifie notre désir de 3e enfant et qu'on le prouve en fait à chaque fois. On souhaitait un enfant et on le souhaitait en bonne santé, avec ce petit plus qu'est la compatibilité. Et j'ai pas eu le sentiment de commettre un crime. Le mot bébé médicament me pose problème. J'ai pas le sentiment de lui faire porter un poids. Le combat des parents comme ceux de César est depuis 2004 au cœur de débats houleux au sein de l'Assemblée nationale. Mais depuis le mois d'octobre 2019, la loi de bioéthique est en cours de révision. La France est le seul pays au monde à revenir régulièrement sur les lois de bioéthique et permet ainsi à la législation d'évoluer en fonction de la société. Pour ce qui concerne le DPI-HLA, il a été mis en place à titre expérimental en 2004 et confirmé en 2011. Et depuis 9 ans, 25 couples ont été concernés. Il y a eu 9 enfants qui sont nés. Et depuis 2014, cette pratique est arrêtée en France. Le dernier centre était à Paris, à Antoine Béclair. Il y a cette interrogation sur l'utilisation d'un embryon, donc à terme, puisqu'il va naître d'une personne, comme un moyen et non plus comme une fin. On parle donc de bébé médicament. Rien que le terme, c'est vrai que c'est un peu étrange. Donc en fait, on programme la venue d'un enfant dans l'unique but de soigner son aîné malade. Quand même se pose la question du statut accordé à l'enfant ainsi conçu. Il faut quand même qu'on mette en avant, qu'on fasse prévaloir le principe de la dignité de chaque personne qui doit exister pour elle-même. Et l'enfant doit être accueilli pour lui-même et pas pour l'autre. Et je crois que là, c'est notre rôle de législateur de fixer cette barrière éthique. Madame la ministre, ce ne sont pas forcément des parents qui vont faire un bébé médicament. Ce sont des
familles qui ont un enfant malade et qui, dans le cadre de leur projet parental, vont être amenés à faire d'autres enfants avec une sélection de l'anomalie génétique par des pays. Alors, je vais mettre aux voix ces amendements identiques. À la suite de la session d'octobre 2019, les députés tranchent sur la loi bioéthique déjà frileuse, en interdisant l'utilisation du diagnostic préimplantatoire avec typage HLA, la technique du bébé médicament. Ceux qui réfléchissent, ces penseurs, les gens qui discutent, qui établissent les lois, qui s'opposent à un concept qui est franchement assez simple quand même, eh bien je pense qu'ils sont sur l'idée que ces couples vont instrumentaliser leur enfant et qui vont le concevoir dans l'idée comme un médicament, comme une chose. Si l'embryon est viable, alors il faut se tenir à l'écart de toute forme de tri. Ils ne sont pas sur le terrain, ils ne sont pas en face des couples, il faut comprendre que les gens sont simples, qu'ils ne sont pas animés par ce genre d'idées du tout, en fait. C'est là où c'est assez compliqué pour le corps médical quand on écoute ces débats, parce qu'on ne se reconnaît pas dans ces débats. Le temps du législateur qui doit concilier science et conscience n'est pas le temps des petits malades et de leurs familles en détresse. L'extrême prudence des députés est ancrée dans le souvenir des heures sombres de l'histoire. On n'est pas le seul pays, mais la France est très marquée par ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, par ce qui est sorti des procès de Nuremberg, par cette notion absolument catastrophique qui est l'eugénisme. Et donc on a, mes collègues et moi-même, nous avons en permanence cette ligne rouge dans la tête pour savoir si effectivement on franchit ou non cette ligne rouge de l'eugénisme. La recherche sur l'embryon aussi, c'est très important. Dès qu'on parle d'embryon, la définition de l'embryon, est-ce que c'est un enfant en devenir ou non? Est-ce que c'est moi j'aime pas le mot amas parce que mais un groupe de cellules, voilà. Donc il y a toutes ces définitions qui pas qui nous bloquent, mais qui nous font aller dans une direction ou dans une autre direction. Lorsque vous parlez d'un enfant en devenir, on ne peut pas toucher un enfant en devenir. Si vous parlez d'un groupe de cellules, on peut éventuellement toucher un groupe de cellules. Et c'est comme ça que ça résonne. Tout ce que Charlotte et Olivier ont traversé depuis des années a conduit à ce moment. La naissance de cet enfant tant espéré, né à l'hôpital Béclair de Clamart. C'est qui ça ? On vous présente le petit dernier de la famille, Marceau, né hier à 21h17. 50 cm et 3 kg 554. Nous sommes aux anges. Tout le monde va bien. Le jour de la naissance de Marceau, c'était un moment très particulier, le moment qu'on attendait tant, puisque c'était à la fois la naissance de Marceau et le prélèvement du sang de cordon, et ça c'était à destination de César. Au moment de l'accouchement, l'infirmière prélève le sang du cordon de Marceau, car c'est là que se trouvent les cellules souches qui vont peut-être aider César à régénérer sa moelle osseuse. Le sang de cordon a ça d'extraordinaire qu'il contient des cellules très immatures, très jeunes. Évidemment, elles sont beaucoup plus jeunes que les vôtres ou que les miennes. Et cela présente un intérêt car injectées au receveur par voie sanguine, par voie intraveineuse, elles vont retrouver d'elles-mêmes le chemin de la moelle osseuse et reprendre vie, on peut dire, et donner naissance à nouveau à des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes chez le receveur. Conditionné immédiatement après la naissance, le sang est transféré à l'hôpital Saint-Louis pour être cryopréservé dans ses cuves par moins 190 degrés. Les poches de sang peuvent être conservées pendant des années en attendant d'être greffées. Dégoûtant, on n'a pas sur sa main, non, sur ta main. C'est de la bavouille de bébé, César, c'est rien.
Qu'est-ce que t'aimes le plus chez Marceau? C'est ses joues. Ah oui, moi aussi, il a des joues à bisous. Il a des joues à bisous, Marceau. Elles sont rondes. Et il est tout potelé aussi, Marceau. On sait que César restera malade jusqu'à la fin de sa vie, atteint de l'anémie de Fanconi. Donc à aucun moment, Marceau, de par sa naissance, va sauver son frère. Il va lui permettre de prolonger son espérance de vie, si la greffe fonctionne bien. Mais c'est pas pour autant qu'il y a une espèce de symbolique autour de tout ça. On essaye de rester factuel, rationnel, sur le fait que oui, techniquement, la greffe de cellules souches peut être l'option la plus confortable pour César, sans pour autant empiéter sur la santé, la vie de Marceau. Il va simplement donner le cordon ombilical à son grand frère. Il est prévu que César soit greffé dans 3 ans si sa moelle osseuse tient le coup. Mais ses globules blancs et rouges sont en chute libre. César a dû être transfusé 2 fois depuis la naissance de Marceau. Une 3e pourrait compromettre la greffe. Plus on fait de transfusions avant la greffe, plus on augmente le risque que la greffe se passe mal. Donc quand on voit qu'un enfant arrive au seuil de plaquettes où les transfusions systématiques vont devenir nécessaires, on précipite la greffe de moelle. Et le manque de plaquettes, donc, sont des hémorragies qui peuvent être spontanées dans le pire des cas. C'est-à-dire que soit c'est des enfants qui, à l'occasion du moindre traumatisme, font des bleus très impressionnants, etc. Soit c'est des enfants qui saignent du nez, des muqueuses gingivales, par exemple, de la bouche, en apparence sans aucune cause. Et ça veut dire que les plaquettes sont vraiment très basses. C'est-à-dire que le moindre virus, vous voyez, chez un enfant normal donnerait un simple rhume, chez eux, ça peut donner une maladie mortelle. César ne va plus en classe. La vie en collectivité est devenue pour lui trop risquée. Iliel, j'aimerais bien être à l'école avec vous. Malheureusement, je peux pas. Au revoir. À bientôt. Il peut plus aller à l'école, je l'ai déscolarisé depuis 2 semaines. Donc 2 semaines avant les vacances de Noël pour être sûr qu'il n'attrape pas tous les microbes qu'il y a en ce moment avec l'hiver, grippe, gastro. Sa moelle osseuse est en difficulté et ses plaquettes baissent. Les médecins nous ont expliqué qu'on était au pied du mur et qu'il fallait qu'on envisage très sérieusement la greffe à venir. Eh ben, mets-la, regarde César, mets-la. Ça fait Noël, hein. La chute brutale des plaquettes sanguines de César a obligé les médecins à programmer la greffe plus tôt que prévu. L'hospitalisation de l'enfant à Robert Debré est planifiée le 16 janvier. Mais Marceau tombe malade et César a peut-être été contaminé par la bronchiolite de son petit frère. Bonjour César. Bonjour. Ça va? Oui. Alors, Marceau, il est tombé malade, tu le sais. Et donc les médecins, ils ont peur que tu aies attrapé sa maladie. Donc il faut qu'ils vérifient avec un petit prélèvement dans le nez. Je sais ce que c'est. Voilà. Un bâton mis dans le nez et on casse en 2. Ah bon? Et on met dans un petit tube. Ah, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Le début du protocole de greffe est retardé d'1 semaine, car la chimiothérapie qui détruira la moelle osseuse de César pour laisser la place au greffon lui ôtera toute défense immunitaire. Allez, merci, c'est gentil. Elle est grande cette chambre là. Hein? Donc regarde, t'as la vue sur un terrain de foot. Tu vois là-bas le tout blanc qui court. César, je vais prévenir l'infirmière que tu es dans ta chambre, d'accord? D'accord. En attendant de savoir si César est aussi malade, il est installé dans une première chambre pour y passer quelques examens. C'est pour appeler les... Oui, bah t'appelles pas, hein. Je sais. Regarde ça. Il faut qu'il les nettoie aussi. Bah oui, il faut qu'il les nettoie aussi. Hein, tout est pas mauvais. On mettra le dessin de Louis dans la chambre. Ah, peut-être là. Tac, 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 Charlotte. Ah oui. Aussi. Une
Il y a des bonnes nouvelles. Ouais. Oui, tu montes au 5e, chérie. Tu vas monter dans ta chambre, Lolo. Ça y est, tu vas monter, tu sais, dans la chambre. T'as bien propre et nettoyée. Exceptionnel. Hein? Tu leur expliques ce que tu as dessiné? Et c'est une histoire avec le loup et le lapin. En fait, quand le loup il a effrayé le lapin a pleuré et il dit reviens, t'es mon ami. On va aller faire la toilette. On va expliquer. Non, je crois pas. Non. Je vous explique comment ça se passe du coup. Donc César il va prendre un bain. Donc je vais le nettoyer partout. On va bien sécher partout et après moi je vais devoir l'emballer dans un drap stérile pour l'emmener dans la chambre. D'accord. Voilà. Emballer quoi? Bah toi. Emballer comme un paquet cadeau. César fait la connaissance de Morane, l'une des 2 infirmières qui vont le suivre pendant tout son séjour. Tu fais pas le tour. Hein. Comment ça je fais pas le tour? Bah regarde tomber. Ok. J'ai dit tu fais le tour. Hop les parents. C'est pas grave. Je vais t'emballer et je vais te porter. Tu verras rien parce que je vais t'emballer la tête aussi. Ok? Ok. Je vais te porter. 1, 2, 3. On viendra rechercher les crocs après. À part les pieds, ça va? Ouais. Il passe pas? Il n'y a que les pieds. Ok. Viens, quoi? C'est bientôt fini, on est bientôt arrivé. Yep. Les appartements de monsieur. Je me cache une idée de vide. Hop les messieurs. Attention. C'est dans cette chambre stérile que César recevra la chimiothérapie, puis la greffe de moelle osseuse. La première étape, c'est de détruire la moelle osseuse de César, en l'occurrence. Et en détruisant la moelle osseuse, on va faire de la place, entre guillemets, pour les cellules souches qui vont être apportées par la greffe. Mais on va aussi détruire le système immunitaire qui pourrait rejeter la greffe reçue. C'est-à-dire que le système immunitaire de César, s'il était encore là, il reconnaîtrait comme étrangères les cellules de son frère et donc il les rejetterait, comme un rejet de greffe de rein, par exemple. Donc le conditionnement de greffe, qui dans le cadre des patients Fanconi ne comporte que de la chimiothérapie ou des toutes petites doses de rayons éventuellement associées, le conditionnement de greffe a cet objectif: faire de la place au niveau de la moelle osseuse et détruire le système immunitaire. Lors de cette longue hospitalisation, un nouveau quotidien se met en place pour César, que le personnel s'emploie à rendre le plus rassurant possible. Il sera ainsi ponctué par le passage d'Armande, sa nouvelle institutrice. Bonjour César. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comme je ne te connais pas encore, je ne sais pas encore ce que tu sais faire, ce que tu ne sais pas faire. Aujourd'hui, on va commencer un petit peu à voir tout ça. D'accord? Ça te va ou bof? Oui. Bon, t'inquiète pas, on ne se connaît pas encore, c'est normal. Alors, je nettoie vite ça et puis je suis à toi. Ça, c'est plastique. Alors, regarde ce que je t'ai apporté. C'est un calendrier. Et tous les jours, on regardera quel jour on est. Aujourd'hui, tu connais les jours de la semaine, en fait? Lundi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Parfait. Alors, est-ce que tu veux barrer les jours qui sont terminés du mois de janvier? Donc déjà, tu peux barrer tous ceux de la première ligne. Allez, je te laisse travailler. Pour l'instant, je prépare autre chose. Pendant tout le temps que dure l'hospitalisation, la vie des parents est rythmée par les visites quotidiennes, mais aussi par les doutes et les angoisses. Les journées, on les passe avec lui. Et à un moment dans la journée, il faut quitter l'hôpital puisqu'on ne peut pas dormir avec lui. Et c'est un moment de stress pour lui.
Et du coup, ça nous ramène à le laisser tout seul face à sa souffrance. Voilà. On vit ça très très mal. On a des nœuds au ventre. On n'est jamais vraiment prêt, en fait. Il y a des batailles comme celle de demain auxquelles nous avons pensé longuement, comme pour s'y préparer. Nous voudrions que rien ne nous échappe, nous voudrions tout contrôler dans ces moments, tellement nous souhaiterions en connaître la fin. À l'hôpital Saint-Louis, la poche de sang du cordon de Marceau est décongelée. Les techniciennes sont concentrées sur cette étape cruciale de préparation du précieux liquide. Et le receveur, donc, c'est Grandjean César. Numéro de don F001019. Une nouvelle vérification est réalisée avant d'envoyer la poche de sang vers Robert Debré. Une erreur de donneur serait dramatique pour César, alors que la chimiothérapie qu'il vient de subir a détruit l'intégralité de ses défenses immunitaires. Alors, numéro de don F00 102 00. C'est bon, donneur Grandjean Marceau. Date de naissance 4/09/2019. Le compte à rebours est enclenché. Car dans moins de 4 heures, le sang sera périmé tant la viabilité des cellules souches est éphémère. Merci beaucoup. De rien, bonne journée. Bon courage. Au revoir. « 4 kilomètres seulement séparent les deux hôpitaux. Le moindre accident ou retard sur la route et toute chance de sauver César serait anéantie. Salut mon loulou. Ça va mon chat? Hop. Tu dormais hier quand je suis partie? Si? Si tu dormais. Mais si tu dormais. T'es un coquin, c'est tout ce que t'es. Alors, le médecin va venir et il va te mettre la nouvelle petite usine. Là, dans 5 minutes. Bon, je sais que t'as pas envie d'en parler, mais il faudra couper la télé, chérie, quand tu viendras. Au 5e étage de Robert Debré au service hématologie, on est prêt. Après une ultime vérification, l'infirmière s'apprête à poser la greffe. Voilà mon loulou. De quoi? D'après toi, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qu'il y a là? C'est le grand moment? Hein? On filme pour papa qui n'est pas là, il aurait aimé être là avec toi, il est déçu. Hein. C'est parce qu'il est malade. Ce jour-là, il fallait pas que ça arrive, quoi. Le jour J, on devait être présent pour son fils, et puis aussi parce qu'on a envie de garder ça en tête. Donc je l'aurais qu'à travers des vidéos, des photos, alors que c'était un jour qu'on attendait depuis longtemps, quoi. Voilà. Ça y est, la poche.
Regarde, c'est ça la petite usine, César. C'est la poche rouge. C'est la nouvelle moelle osseuse. Et ça vient du cordon ombilical de Marceau. Hein? C'est quoi le rouge là? C'est un peu comme du sang. C'est tout ce qu'il y a. C'est beaucoup déjà. C'est beaucoup, oui. Ouais. Franchement, Marceau a bien travaillé. Cette greffe ressemble à une banale transfusion. Et pourtant, ces 300 millilitres à peine vont peut-être changer la vie de l'enfant. J'envoie à toute la famille. Je leur dis que ça y est. Eh, c'est comme un deuxième anniversaire, un peu, ça. Il y a le 15 mars 2014 et le 27 janvier 2020. C'est une renaissance. Pendant la petite heure que dure la greffe, Charlotte reste aux côtés de César. Toi, tu préfères laquelle de Mulan? Celle qui part à la guerre ou celle qui va se marier? Celle qui va se marier? Pourquoi? Parce que... Oh non, c'est mieux celle qui part à la guerre, je trouve. Et j'aime pas la guerre, moi, c'est pas mon truc. Ah. D'accord. Ça y est, donc la greffe est passée. Regarde, il n'y a plus de poche. Je sais pas si tu vois, là. Et tout va bien. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à. Tu dis ouais, super, alors que... t'es pas trop joyeux quand tu dis ouais, super. Bah si, c'est super. Oui, mais tu fais un petit peu la tête. Comme ça. Non, je fais pas la tête. Super. C'est parce que j'ai pas mis assez d'engouement. En pleine. Non, il n'est pas en pleine forme, c'est pour ça. Ce qui compte, c'est que toi, tu sois en pleine forme. Oui, mais toi, non. Il vaut mieux. Non, mais moi, c'est rien du tout, moi. Demain, ça ira mieux. Tu veux dire un mot gentil à ton frère pour changer? Oui. Ah bon? Ouais, mais enfin, Attends. bon, entre nous, Eh bien, je veux dire quelque chose. Tu vas faire une blague. Raccrochez au nez. César a toujours de la tension, une mucite dans la bouche et la gorge. Il a mal au ventre. Par conséquent, il ne mange plus. Il a bien trop mal. Il est donc nourri par sonde. La fièvre est contenue. Une grande fatigue s'installe vraiment, ainsi qu'une lassitude. Il a un traitement lourd d'immunosuppresseurs, d'hypotenseurs, d'antidouleurs et de morphine, sans compter les transfusions sanguines et les plaquettes. J'ai branché le micro. Et ses cheveux commencent à tomber. Pas simple pour nous ses parents de l'accompagner dans sa souffrance. Il est à fleur de peau. Comme ses parents le lui ont promis, la greffe doit permettre à César d'aller beaucoup mieux. Dès lors, difficile de lui expliquer pourquoi dans un premier temps il va beaucoup plus mal. On est vraiment face à cette chimiothérapie. On sait que là, il y a une action sur le corps. Là, en l'occurrence des cheveux, mais ça va être toutes ces cellules à travers son corps. Ça va avoir des conséquences énormes pour lui. Tous les actes, tous les choix qu'on a pu faire qui nous ont amenés à vivre ce moment où on est face à la souffrance, ça nous renvoie à une forme de culpabilité. Voilà. C'est-à-dire que même si c'est un mal pour un bien, on se dit est-ce qu'on a fait les bons choix, en fait. J'attends que je rentre. T'attends maman? Non, j'attends de faire mes bagages et de partir. C'est long les journées ici? Les journées de... là, à l'hôpital? Non, c'était rapide. Ah ouais?
Au bout de 5 semaines, les premiers effets de la greffe agissent sur le métabolisme de César. Youhou! Le taux de globules et de plaquettes remonte pour la première fois depuis près de 3 ans. César est prêt à quitter l'hôpital. Oh oui, César. Pourquoi t'as sonné? Parce qu'aujourd'hui, je vais partir. Tu m'as dit, quand tu vas partir, je sonne. Bah oui. Mais t'es au courant que je pars. Bah oui, je suis contente pour toi. Bon, je suis un peu triste parce que plus personne va me faire de bague. Et t'as oublié d'en refaire une pour moi. Ouais, si j'ai le Parce temps. que Ah oui, c'est je vrai. l'ai perdue, Tu l'as l'autre. perdue aussi. Parce que j'en ai plus qu'une. Et il faut que tu me trouves une feuille. Non. Tu me ressortes les feuilles. Ok. Oh, la catastrophe, elle s'est retombée. Ouais. On prend le scotch. Et tiens, les feutres, on prend tous les feutres. Ah, moi aussi, je suis tombée. Bon, tu choisis tes couleurs, je fais mon travail, et quand j'ai fini mon travail, je reviens finir la bague, ok? Ok. On dit qu'on fait ça? Ok. Ok. On à tout à l'heure? Tout à l'heure. Allez. Tac. La der des der, là. Bonjour. Bonjour. Il y a quoi dans cette valise? Bah, y a rien. C'est justement, on va la remplir. On va mettre tes vêtements, on est rentre là à la pour ça. maison. Ok. T'es content? Est-ce que t'es content de rentrer à la maison? Ça te fait pas bizarre quand même, César? Tu réalises pas trop? Ouais, j'ai l'impression que c'est abstrait là pour le moment. Alors, hop, on y va. Donc, Pardon, attends. On passe un temps fou à aller chercher. ça va avec ça. Tu te souviens, César, ce qui se passe à la maison avec la tablette? Non. Qu'est-ce que maman l'a dit? Oui, je sais. Ouais, je sais que ça fâche, ça. Non. Profites-en parce que tu vas moins la voir. César! Waouh! Il faut une petite bague. Mais oui, mais Aïe, je aïe, vais ramener aïe. celle de Marine pour qu'il voit quand même. Qui est-ce qui a eu l'idée là? C'est Bah, moi. lui. Ah bon? Parce qu'il me dit, quand je sortirai, je vais vous offrir des bagues. Bah, elles sont super belles. Hein. Elles sont magnifiques. Hein. Ah, l'autre. Elle est là. L'autre, celle-là. Oui, bah, c'est la même. Et ça, c'est la bague de César. Moi, j'ai ma bague et Marine, elle a sa bague. C'est quoi, c'est sur Formidable. C'est pour les médicaments de ce midi. Comme ça, papa et maman, ils vont préparer. Arrête. Est-ce que tu le fais bien? Attends. Excuse-moi. Non, arrête. Tiens, tchouk tchouk. C'est bon? Vous les C'est avez pas grave, moi je suis tranquille quand je te bats. Ouais, Quand je te bats, bah, bah, c'est bien. super. C'est bien? Mince. Et voilà, parfait. Ok. Les masques pour les grands, Oui. le masque pour les petits. Ah, c'est bien ça. Parce que ça, on trouve pas. Ah. Ça, on trouve pas. Hein. Ce qu'il faut retenir pour le néroine, il faut manipuler avec des gants. Ah, avec des gants. Oui, On n'a avec des pas gants. dit ça. Donc c'est la première chose à Enfin, faire. peut-être, mais j'ai pas retenu. Je peux noter Oui, dessus? vous pouvez. Après, c'est écrit, mais vous pouvez écrire Oui, dessus parce oui, que c'est parce pour que... vous. Oui, c'est ça, c'est que... César et ses parents vont repartir avec un sac plein de médicaments. L'éventualité d'un rejet de greffe est toujours à prendre au sérieux. César devra suivre un traitement très lourd et quotidien. Nous, on peut le tester. Dans le cas de César, bien sûr, le succès de la greffe, c'est une première étape majeure, parce qu'on a éliminé le risque de leucémie, puisqu'on voit pratiquement jamais de leucémie après une greffe de moelle. Donc il va être mis sur un programme de surveillance, comme tout patient greffé, à vie. Et en plus, en tant que patient Fanconi, il va avoir un suivi un peu plus spécifique pour le dépistage précoce de lésions précancéreuses. En sachant que ces lésions précancéreuses, dans les cas les plus précoces, ça se fait quand même chez des adolescents ou des adultes jeunes. Enfin, globalement, ce qu'on peut dire, nous, par expérience, c'est que c'est une greffe qui s'est plutôt bien passée. Je vais te prendre en photo une seule fois, ok? Attends, t'es pas bien là. Encore Voilà, une monsieur. fois. Je veux tenir ça. On en a fait quelques-uns des voyages. Oui, mais je veux tenir ça. Là, je te laisse, c'est ta valise. C'est toi qui pousse. On ne le tient plus. On l'arrête plus, là. Il réclame Marceau, il réclame sa chambre, il réclame tout, là. Oui.
T'as les bras Bon, tout doux. tu t'amuses bien à la maison? T'as les bras Avec tout Marceline. doux. Ah oui, t'as le froid. Arrête. Ah non, j'arrête pas. Bien. Bravo. Voilà, super. Merci. On dit au revoir à qui? À l'hôpital. À Robert Debray. Enfin, on y retourne la semaine prochaine, mais bon. La semaine prochaine, plutôt. Non, mais tu dors pas. C'est juste la journée. On dort plus ici. Terminé. Si nous supprimons ce cadre, Près d'1 an après la naissance de Marceau, la loi de bioéthique est toujours en discussion à l'Assemblée nationale. Mais dans la nuit du 31 juillet 2020, les députés adoptent en deuxième lecture la loi autorisant le diagnostic préimplantatoire avec typage HLA et autant de prélèvements d'ovocytes que nécessaire. Le scrutin est clos. Résultat. Votant 80, exprimé 78, majorité 40, pour 48, contre... Une étape vient d'être franchie à l'Assemblée nationale en attendant le vote du Sénat. Les bébés médicaments ont peut-être une chance d'être autorisés en France. Sur l'article 19 bis A, Ce combat est de l'histoire ancienne pour la famille Whittaker. Grâce à eux, les enfants du double espoir sont autorisés en Grande-Bretagne depuis 15 ans. La famille a voyagé toute la matinée pour venir déjeuner à Oxford, chez le docteur Taranissi. Une visite qu'ils font tous les 3-4 ans et avec les années, la famille Whittaker s'est agrandie. How are you? Hi, nice to see you. All right. How was your journey? Very good. Yeah, very good. Very good. Come through. Come through. Keep going. Keep going. Keep going. Le médecin qui a sauvé Charlie 17 ans plus tôt aime voir grandir les deux frères. Charlie is working now. Et Charlie, il travaille maintenant ou il est encore étudiant? Je suis en stage. Il me reste encore quelques mois et puis je retourne à l'université en septembre. Ce n'est pas lourd à porter le fait d'être un enfant sauveur comme ils disent. C'est plutôt une chance. Et en réalité, c'est être capable de sauver quelqu'un et avoir la garantie de pouvoir l'aider. Quoi qu'il arrive à l'avenir, je serai toujours là pour lui. Parfois je fais des blagues, du genre « Dis donc, je t'ai sorti d'une sale situation, j'ai besoin de toi là maintenant ». Ouais, c'est comme quand il veut que je vienne le chercher quelque part en voiture. Et n'oublie pas que tu me dois bien ça. C'est une blague récurrente. À ses 18 ans, on fêtera ça dignement. Je lui dois la vie quand même. Je savais pas que t'étais aussi froid. 5 mois se sont écoulés depuis que César a été greffé, et les résultats sont rassurants. Son espérance de vie est désormais prolongée d'une 30aine d'années, au cours desquelles la science devrait faire des progrès considérables. Mais seront-ils suffisants pour permettre à César de rêver d'une autre vie? Ma vie sera toujours comme ça. Elle sera toujours comment? Comme elle est là. Ah, voilà. J'aurai toujours faim, Connie. Et c'est tout. Fin de l'histoire.